Bonjour, aujourd'hui T'inquiète je gère vous propose de découvrir une entreprise qui transforme les peaux de poisson en cuir marin. Cette entreprise c'est Ichthyoos et nous sommes en compagnie de son président et cofondateur Benjamin Malatray. Bonjour. Bonjour. En fin d'émission, un expert viendra vous donner des conseils sur un aspect de l'entrepreneuriat. Mais en attendant, Benjamin, le cuir marin, ça ne parle pas à tout le monde. Alors Ichthyoos, c'est quoi exactement ? Ichthyoos, ça part d'une idée simple, qui est qu'aujourd'hui on mange autant de poissons que de viande. On récupère toutes les peaux de viande pour en faire du cuir. Et pourquoi pas le faire sur les peaux de poissons que l'on consomme. Et on travaille notamment sur des poissons comme le sushi, qu'on transforme en cuir pour faire des produits de maroquinerie avec nos clients. D'accord, et donc justement, quel produit vous faites avec ce cuir ? Alors on peut faire beaucoup de produits. En fait, tous les produits qu'on fait en cuir aujourd'hui, on peut les faire en cuir marin. Ça peut être aussi bien de l'horlogerie avec des bracelets de montres, de la maroquinerie, des chaussures, des vêtements, de l'ameublement de voitures, de yachts même. Oui, donc comme le cuir de viande en fait, au final, fin de vache ou de... Enfin, la même chose. Il n'y a pas de limite en fait à ça. La seule différence, c'est notamment la finesse. Les cuirs marins sont beaucoup plus fins, la résistance, ils sont également plus résistants, mais sont forcément plus petits. Un saumon ne fait pas la taille d'une vache, donc ça amène à devoir réfléchir à des solutions pour faire un peu plus de surface. Bien sûr, mais d'où est venue cette idée ? Pourquoi vous avez décidé de vous intéresser comme ça au cuir marin ? Ben c'est en étant allé au restaurant avec Gauthier, le cofondateur également, qui s'occupe de la partie du tannage, qu'on s'est rendu compte que les peaux de poisson, elles étaient toutes jetées à la poubelle. Et on s'est simplement dit, si c'était possible de transformer ces peaux en cuir. On a récupéré dans un sushi dès le lendemain 2-3 peaux, quelques écorces dans la forêt, et on a essayé de faire ce qu'on appelle du cuir avec une méthode ultra artisanale dans le garage de ses parents. Et de fil en aiguille, ça fait maintenant 4 ans qu'on améliore le procédé, qu'on améliore la technique et qu'on est arrivé jusqu'à monter la première tannerie en France depuis 50 ans. Bah, félicitations, c'est super. Vous êtes diplômé de l'ESCOM, c'est l'école supérieure de chimie organique et minérale. On est loin de l'entrepreneuriat. Du coup, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer, vous, si vous n'êtes pas issu d'une formation entrepreneuriale ou de business, par exemple ? Comment on fait ? Le métier d'ingénieur, c'est vraiment de répondre à des problématiques. Il y a un problème, quelle est la solution ? Et de savoir chercher les solutions. Donc on avait quand même un recul par rapport à certaines problématiques. Le plus dur, c'était de réussir à identifier nos problèmes et savoir définir ce qu'on voulait faire. Et en fait, c'est en apprenant à apprendre qu'on s'est rendu compte, qu'on arrive à s'améliorer, qu'on arrive à auto-apprendre beaucoup de choses, et notamment notre métier. On n'était pas tanneur à la base, on ne savait même pas ce qu'était la transformation de cuir. Et en fait, de rencontre en rencontre, de contact en contact, et avec un peu d'audace, on arrive à bouger des montagnes. On apprend sur le terrain aussi on apprend avec énormément sur le terrain. C'est super. Et justement, vous parlez d'accompagnement. Est-ce que vous êtes fait accompagner dans l'élaboration de votre projet, dans la mise en service de tout ça, de Ichthyoos ? Alors, il y a eu énormément de gens autour de nous, que ce soit des gens de la filière du cuir, notamment le CTC ou la Fédération du cuir, qui ont mis des experts techniques, des machines à notre disposition pour pouvoir nous aider dans l'accompagnement de l'invention du procédé, mais également des gens comme le réseau Entreprendre, un vrai réseau d'entrepreneurs qui pouvaient répondre aussi à des problématiques sur des levées de fonds, des besoins financiers ou d'autres sujets de collaboration, de partenariat. Et au-delà du cuir, qui est aussi un incubateur, qui nous a permis déjà d'intégrer un premier réseau en fait, de professionnels de la maroquinerie. Et enfin récemment, on a été intégré au start-up de LVMH, okay, à Station F, dans le programme de la maison des start-up. Donc on va pouvoir rencontrer différentes maisons du groupe à travers ce biais-là. C'est génial, parce que justement, j'allais vous demander aujourd'hui comment elle se porte votre activité. Est-ce que ça se passe bien ? Vous avez beaucoup de clients depuis l'ouverture, justement, en 2018, comment ça se passe ? Depuis la création de la société en 2018, on est opérationnel en production depuis novembre 2019. On a eu un super confinement entre les deux, donc il y a eu quelques freins. Mais aujourd'hui, on a vendu plus de 250 échantillons on a plus de 250 clients différents qui sont en train de travailler nos échantillons pour différents types de produits, comme je vous les ai cités avant.
Et donc on va voir ce qui en ressort, mais c'est super bien, il y a un vrai engouement autour des matériaux éco-responsables. C'est génial, bravo. Et est-ce que justement ces produits ils restent en France ou vous les exportez à l'étranger? Ils partent dans le monde entier aujourd'hui. On envoie des cuirs en Inde, on en envoie en Asie, on en envoie aux États-Unis, on en a directement aussi en Australie, en Finlande. Voilà, il y a un vrai engouement dans le monde entier. C'est l'ère de Internet qui permet de donner de la visibilité assez rapidement en fait, en trouvant les bons leviers. Et on utilise cet avantage, quoi. Tout le monde s'intéresse au cuir marin, c'est super. Et si vous aviez, vous, un conseil à donner à des jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, quel serait-il? C'est d'oser. Simplement d'oser. C'est pas parce qu'on n'aura jamais forcément tout de prêt avant de se lancer. Il faut faire des erreurs, il faut apprendre. Puis nous, on va encore se tromper plusieurs fois et puis on va forcément s'améliorer. Le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs et d'avancer. Et de rester confiant, je pense. Merci beaucoup, en tout cas, Benjamin, pour tous ces conseils. On va tout de suite accueillir Sébastien Pasco. C'est l'heure des conseils de l'expert. Sébastien Pasco, merci de nous avoir rejoints. Vous travaillez chez BPI France à la direction de l'export. Mais avant de commencer votre expertise, vous avez un point commun tous les deux, non? Ensemble. Il paraît qu'on a fait la même école d'ingénieur. Voilà, comme quoi, ouais, on finit par se retrouver au bout d'un moment. Justement, on parlait de l'export tout à l'heure, des produits. Quels sont les grands points à étudier quand on veut se lancer dans l'export, quand on est entrepreneur? Alors, lorsqu'on se lance à l'export, c'est un peu monter une start-up au sein même de l'entreprise. Et de notre côté, on voit peut-être 6 points essentiels à travailler et à creuser. Le premier d'entre eux étant de bien mûrir son projet et ne pas se précipiter. Et donc identifier le marché ciblé, les concurrents, ce qu'a très bien fait Benjamin, les acteurs et les événements dignes d'intérêt. Le second, c'est valider que l'offre est quand même bien adaptée au marché. Donc quel est mon produit, quel est le service que je vais vendre, quel positionnement prix, quelles sont les adaptations nécessaires. Un produit qui aura fonctionné en France pourra très mal fonctionner à l'étranger et inversement. On a vu des entreprises qui sont d'abord développées à l'étranger avant de voir leurs produits se développer sur le marché. Dans le cas d'Ictios, il faut savoir qu'on est sur un savoir-faire, une excellence à la française. Et ça aura beaucoup de valeur aussi. Le Made in France a de la valeur à l'étranger? A énormément de valeur à l'étranger. Et il ne faut pas hésiter de mettre en avant ce savoir-faire à l'étranger. Et aussi, il faudra porter une attention à la culture locale, aux usages, parce qu'à l'étranger, c'est l'offre française qui est étrangère. Et le troisième point, c'est aussi étudier ses canaux de distribution. Donc, soit en direct, soit par des marketplaces, avec des présences en local, via des distributeurs, ou sinon via des outils d'externalisation des forces commerciales à l'export. Pour toutes ces réflexions-là, et sur cette phase stratégique, il est important de se faire accompagner. Et là, vous avez la Team France Export, qui est composée de Business France et des chambres de commerce, ainsi que différents acteurs de l'accompagnement à l'international, qui sont là pour vous aider à définir les priorités, vous accompagner l'entreprise dans sa réflexion stratégique, et aussi lui permettre d'appréhender ses marchés. D'accord. Et vous, chez BPI France, vous faites quelque chose pour accompagner ces entrepreneurs dans l'export? Alors, sur cette phase d'accompagnement, au niveau de BPI France, on propose notamment des missions internationales où on va propulser une dizaine d'entreprises sur une semaine à l'étranger de façon très immersive pour comprendre toutes les clés des marchés, assurer la mise en réseau. Et cette immersion va leur faire gagner du temps lorsqu'ils souhaiteront se lancer sur le marché. Et c'est eux qui viennent vous chercher? Alors, c'est plutôt BPI France qui identifie selon ces thématiques et selon les zones des entreprises qu'on est capable de propulser et qui sont peut-être aussi prêtes pour y aller. Ensuite, au-delà de cette définition stratégique, il va falloir écrire le business plan qui va avec. Et là, on va aller sur 3 autres conseils que l'on pourrait... 3 autres étapes, oui, pour pouvoir... 3 autres étapes et conseils qu'on peut donner aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer à l'international. Un, c'est le volet humain. Il faut identifier dans l'équipe des personnes qui sont capables d'aller travailler à l'international, qui peuvent maîtriser les langues, qui connaissent les cultures.
Qui s'adapte aussi peut-être. Qui s'adapte parce que si vous aimez un pays, ce pays vous aimera en retour. Et il est bien essentiel d'appréhender parfois aussi ces différences culturelles. Pour Benjamin, une pot tannée en rouge, par exemple, n'aura pas la même signification d'un pays à l'autre. Donc voilà, c'est des petits points comme ça qui sont essentiels. Très bien. Et en conclusion, oui. Alors en conclusion, il reste encore deux points. Un, activer ses réseaux. Donc voilà, rentrer dans des incubateurs, utiliser tous les réseaux et les effets de levier, ça ouvrira des portes. Bien soigner sa lisibilité, un bon site internet en langue et une bonne présence sur les réseaux sociaux sont hyper importants. Et enfin, il faut évaluer ses coûts. Définir tous les coûts parce que cela va coûter de l'argent. On va se déplacer, on va communiquer, on va prospecter, on va utiliser des cabinets conseils. Voilà. Et tout ça engendre des coûts avec un retour sur investissement qui sera assez long. Et donc, il faut bien définir ce besoin. Et là-dessus, BPI-France dispose d'un outil qui s'appelle l'assurance prospection qui permet de limiter le risque d'échec tout en préservant la trésorerie de l'entreprise. D'accord, donc vous les accompagnez vraiment, ça va vraiment de l'accompagnement jusqu'à la communication, enfin c'est très très large. De l'accompagnement et du financement pour se projeter vers l'international. D'accord, très bien. Et du coup, en conclusion, les 4 conseils que vous donneriez avant de se lancer dans l'export? Alors, les quatre conseils, le premier, c'est avoir envie et transpirer l'envie d'y aller, ça c'est sûr. Le second, c'est bien définir ses besoins et ses coûts. Le troisième, c'est accepter le temps long, parce qu'aller à l'international, c'est accepter le temps long. Et le dernier, c'est se faire accompagner, car seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Exactement, effectivement. Vous voyez, c'est beaucoup d'étapes, l'accompagnement, comme vous disiez, le financement, tout ça, l'adaptation, c'est beaucoup de choses à faire. Je crois que vous avez maintenant beaucoup de clés. Si vous souhaitez vous lancer, Sébastien Pascaud, merci beaucoup pour tous ces conseils. Benjamin, si on veut vous suivre, vous avez un site internet, vous êtes sur les réseaux sociaux, comment on fait ? C'est ça, on peut aller sur notre site directement, www.ictios.com. On est également présent sur Instagram, Facebook ou même LinkedIn. Magnifique, parfait. Et pour les entreprises qui souhaiteraient, c'est pareil ? Nous contacter, tout est présent sur notre site, page contact. Magnifique. Alors chez vous, si vous êtes tenté par l'aventure entrepreneuriale, vous n'hésitez plus. Et puis je vous rappelle que si vous voulez voir ou revoir cette émission et toutes les émissions T'inquiète, je gère, c'est sur notre site internet demain.fr. Je vous redonne le site d'Ictios, www.ictios.com et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et en attendant, Benjamin... T'inquiète, je gère.